Monsieur, bonjour. Journal de 13h sur RT1. Soyez les bienvenus dans les titres de jeunes Ivoiriens brillants étudiants dans de prestigieuses écoles supérieures en France, HEC Paris ou encore Polytechnique Paris. Une formation reconnue mondialement, une porte ouverte pour de belles perspectives d'insertion. Nos reporters sont allés à leur rencontre. Un parcours inspirant à suivre dans ce journal. Le Nouvel An est dans 2 jours et Bouaké se présente sous de couleurs festives qui annoncent son passage à une nouvelle saison. Des jets d'eau, de nouveaux éclairages et des marquages au sol dans les rues. Un effort de la mairie présenté dans ce journal. Et puis, cette nouvelle de la mort de l'ancien président américain Jimmy Carter, décédé hier à 100 ans après son passage à la Maison-Blanche de 1977 à 1981. Il est désigné prix Nobel de la paix en 2002. Une restitution de travaux sur l'économie ivoirienne, sur le programme économique et financier de la Côte d'Ivoire sur la période 2024-2025. Les députés de l'Assemblée nationale ont été à cette occasion formés sur les programmes d'investissement, précisément sur le montage, l'exécution et le contrôle budgétaire des programmes d'investissement soumis au financement de bailleurs de fonds. Léon Brou pour le détail. À politique égale, dans le même contexte actuel, marqué au plan mondial par des crises et dans la sous-région par des menaces terroristes, la croissance économique augmenterait de 6,1 à 7,4% entre 2024 et 2026. Même tendance haussière côté financement du développement avec 6 133 milliards de francs CFA en 2026. Ces travaux présentés à l'Assemblée nationale, une simulation du programme de gestion des politiques économiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Nous savons qu'à l'Assemblée nationale, il y a une commission des affaires économiques et financières et également l'ensemble des députés qui ont besoin d'être informés sur les différentes notions et les différentes étapes qui sont suivies pour élaborer un programme économique et financier qui est proposé aux bailleurs de fonds pour financement. C'est ce qui nous amène ici à l'Assemblée nationale. Entre autres questions soulevées au cours des échanges, les initiatives pour améliorer les climats économiques et sociaux, l'implication des députés dans l'élaboration, l'exécution et le contrôle du budget de l'État. Ça ne fait que renforcer notre capacité pour que justement les débats sur le budget soient améliorés pour le bonheur de nos concitoyens. Au nom du président de l'Assemblée nationale, je voudrais remercier l'Université Félix Houphouët-Boigny et le programme GPE. Cette restitution des travaux du programme de gestion des politiques économiques pour contribuer au renforcement des capacités des députés sur les questions budgétaires est à sa 2e édition. À présent, ces jeunes Ivoiriens brillants et qui nourrissent de grandes ambitions. Ils sont étudiants dans de grandes universités en France, de futurs leaders ivoiriens, pourquoi pas, qui sont inscrits à HEC Paris et Polytechnique Paris. Ils sont une vingtaine à pouvoir bénéficier donc de formations d'excellence, une porte ouverte sur le monde. Khalid Diomandé a rencontré certains d'eux. On regarde. Why first IKEA lack of flexibility have presented them for replicating successful e-commerce models. Quasiment tous les matins, avant l'heure des cours, Parfait Doki s'adonne à ce type de répétition. Là, tout à l'heure, quand je vais aller en classe, je peux être tiré au sort pour présenter. Les professeurs nous donnent énormément de cas pratiques d'entreprises qui rencontrent certaines difficultés qu'on doit résoudre. Et à la suite de cela, on doit faire des présentations devant la classe. Et les professeurs tirent au hasard chaque jour les personnes qui doivent présenter. Pour être le plus près possible, chaque matin, je bosse mon pitch pour délivrer la meilleure performance possible en classe. Parfait est inscrit en Master 2 de stratégie d'entreprise dans une école parisienne, mais pas des moindres, la prestigieuse HEC Paris, qui accueille les meilleurs étudiants venus de 135 pays. Pour y accéder, il a dû au préalable réussir au très sélectif concours d'entrée. L'établissement classé première école de commerce européenne en 2023 par le Financial Times a encadré de grandes personnalités publiques à l'image de l'ex-président François Hollande. Ici, l'enseignement se dispense uniquement en anglais. So the first part has a linear regression.
Bien qu'habitué à un enseignement en langue française durant ses 5 dernières années d'études à l'INPHB de Yamoussoukro, ce jeune de 24 ans parvient tout de même à s'adapter et fait partie des cracks. Le fait de ne pas avoir négligé l'anglais depuis mes premières années de lycée, collège, ça m'a énormément aidé. Il y a un truc que je me dis à chaque fois, c'est que toutes les personnes qui sont ici n'auront pas beaucoup d'opportunités de rencontrer des Ivoiriens dans leur vie. Et l'impression qu'ils auront de moi, ça sera l'impression qu'ils auront de tous les Ivoiriens en vrai. Donc ça fait qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de travailler avec les gens, je fais tout pour délivrer une très belle performance. Une belle performance qui ne passe pas inaperçue. He's a great student. C'est un excellent étudiant. En classe, il participe beaucoup. Il est très intelligent et je l'apprécie vraiment. Il est très motivé et aussi très ambitieux. J'apprends énormément de lui. Dans cette université élitiste, un point d'honneur est mis sur la pratique professionnelle. 2 à 3 fois par semaine, les étudiants travaillent en ligne avec des multinationales. On devra faire la présentation finale devant votre comité de direction. Grâce à cette connexion que crée l'établissement avec les entreprises, les apprenants ont accès à un gisement d'opportunités. C'est très bénéfique. Je finis mes études en juin prochain. Ma cérémonie de diplomation sera le 13 juin. Et en septembre prochain, j'ai un CDI qui m'attend déjà. Comme parfait, 23 autres étudiants ivoiriens sont formés dans cette université grâce aux bourses d'études d'excellence de l'État de Côte d'Ivoire. Ici à HEC, on s'imprègne bien sûr de tout ce qui est formation technique, de tout ce qui se passe dans ce milieu élitiste du business. C'est s'ouvrir des perspectives à l'international, mais c'est surtout apprendre pour réappliquer en Côte d'Ivoire. À une vingtaine de kilomètres de là, un autre temple du savoir attire les étudiants les plus doués. L'école polytechnique de Paris, surnommée l'IX. Ange-Gaëlle Diké, ex-pensionnaire du lycée Sainte-Marie de Cocody, est la 2e jeune fille ivoirienne qui a réussi à franchir les portes de cette université réputée pour former les meilleurs ingénieurs au monde. C'était déjà pour moi un défi, une manière d'inciter aussi d'autres jeunes filles à se présenter aux différents concours. Je dirais que les cours à l'IX, comme la réputation de l'école, sont de haut niveau. Mais aussi, c'est un vaste réseau très riche. Cela fait maintenant 3 ans qu'Ange-Gaëlle côtoie l'excellence et s'affirme dans cet établissement concurrentiel dominé par la gente masculine. Parmi tous ces garçons, bien entendu, c'était de faire valoir ma parole, de faire valoir mes avis et de montrer que j'en ai aussi dans la tête. C'est pourquoi je fais le travail nécessaire pour exploiter mon plein potentiel. Je suis actuellement en parcours d'approfondissement mécanique qui me permet de viser une spécialisation en génie civil. De l'époque de Tidiane Thiam, en passant par celle de l'ex-secrétaire général de la présidence Abdourahmane Cissé, jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire continue de marquer les esprits à l'IX Polytechnique. L'Institut compte actuellement dans ses rangs 25 étudiants ivoiriens, dont 2 filles. Nous rencontrons quelques-uns d'entre eux à l'heure du déjeuner. Dans ce lot de brillants pensionnaires, issus majoritairement de familles modestes, figure Aziz Berté, 19 ans, récipiendaire du prix national d'excellence 2022, du meilleur étudiant de Côte d'Ivoire. J'ai entendu parler de l'école polytechnique à peu près en terminale et vraiment l'école elle m'a plu dès le début parce que je voulais faire une école d'ingénieur généraliste. Je trouve que le cadre est semblable à l'INP, on va dire, il y a toujours la recherche de l'excellence. Déjà la diversité à l'IX, je trouve que c'est une bonne chose, ça t'ouvre l'esprit, il y a vraiment différentes manières de penser, différentes cultures. J'ai grandi à Djamé et aujourd'hui je me retrouve à l'école polytechnique. C'est pas parce que tes parents ont l'argent que tu viens à l'école polytechnique, c'est parce que tu travailles. Vu l'actualité actuellement en Côte d'Ivoire, il y a un projet de construction du métro et tout. Je me suis dit pourquoi pas me spécialiser en génie civil pour apporter une main-d'œuvre en griffe de qualité pour pouvoir aider le pays dans sa marche vers le développement. Depuis 2015, chaque année, un budget chiffré à plusieurs milliards de francs CFA est alloué au programme d'excellence dédié aux jeunes cracks désireux d'intégrer les écoles prestigieuses telles que HEC et Polytechnique Paris. Si je prends le cas de HEC d'abord,
les frais de scolarité, ça monte à 12 millions par étudiant par an. Et ce qu'on donne aux étudiants pour leur vie de tous les jours, c'est 300 000 francs CFA par mois, soit 3 600 000 francs dans l'année. Alors quant à X Polytechnique, les frais de scolarité, c'est 8 millions de francs CFA par an par étudiant. Et les pécules, c'est 400 000 francs CFA par mois par étudiant. Malgré ces sommes décaissées pour financer leur formation, dans la pratique, très peu d'étudiants regagnent la Côte d'Ivoire à l'issue de leur cursus. Si je m'en tiens uniquement au programme dont on a parlé tout à l'heure, qui date de 2015-2016, au niveau des X, il y a eu un seul retour. Et au niveau des HEC, 0 retour. Mais cela dit, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous sommes en train d'élaborer un texte actuellement. Et dans ce texte-là, nous allons être clairs. Nous allons dire que, si on vous donne une bourse pour aller à X ou à HEC, vous pouvez, après vos études, rester éventuellement jusqu'à 2 années. Mais au bout de 2 années, au maximum, il faut que vous rentriez en Côte d'Ivoire pour travailler au minimum 10 ans pour la Côte d'Ivoire. En proposant ce texte, le ministère de l'Enseignement supérieur envisage également de créer les conditions pour le retour imminent de ces cerveaux au pays, notamment en termes de traitement salarial et de profil de carrière. À ce jour, plusieurs ex-fonctionnaires de l'X Polytechnique occupent des postes de haute responsabilité en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, Kinapara Koulibaly et Moussa Kader Diaby, respectivement directeurs généraux du BNET et de l'INPHB. La ministre de la Culture ivoirienne, Françoise Remac, est aussi un pur produit de HEC Paris. Des personnalités qui contribuent aujourd'hui à la construction d'une Côte d'Ivoire belle et prospère. La formation de l'élite ivoirienne également sur le territoire ivoirien, donc en Côte d'Ivoire, avec pour exemple cet établissement d'excellence, l'ENCA, l'École nationale de statistique appliquée, qui ouvre ses portes au public et présente le métier de statisticien. On le voit dans ce développement de Yves Niazalé et Davis Soyo. Dans un monde où les données sont devenues une ressource stratégique, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, NCA, ouvre ses portes pour la 4e fois. Une 4e journée porte ouverte pour promouvoir auprès du grand public le métier de statisticien. En ce jour, on clôture la campagne de sensibilisation à la formation statistique, particulièrement adressée aux jeunes filles, mais plus au-delà, à tout le monde. C'est aussi l'occasion de présenter l'école à les parents, les élèves et plus généralement le grand public, présenter ses missions, l'ensemble de ses activités. Présenter comment on fait pour pouvoir donc entrer à l'école, qu'est-ce qu'on y fait. Cette journée est marquée par un grand panel autour du terme statistique et intelligence artificielle. Quelle perspective pour le développement de l'Afrique? Il faut noter que l'IA est une innovation qui arrive, qui a bouleversé la conduite de l'activité statistique, de la remontée de l'information, aussi de l'interprétation de la donnée. Mais parallèlement, l'IA a des risques qui vont modifier aussi potentiellement les comportements d'apprentissage des élèves. Et rien de mieux que l'ENCA pour apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, à apprendre les statistiques, les mathématiques. Créée en 1961, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, NCA, a formé plus de 4500 statisticiens répartis dans plus de 20 pays d'Afrique et d'Haïti. Et un projet de formation en alternance est lancé. Il porte sur la formation de 21 étudiants en préparation du brevet de technicien en maintenance industrielle. Et la particularité donc de cette formation, c'est d'allier théorie et pratique. On en parle dans ce reportage de Sephora Zegui. Le lycée professionnel sectoriel de Yopougon a lancé un projet inédit de formation en alternance. 21 étudiants en année de préparation du brevet de technicien en maintenance industrielle bénéficient désormais d'un contrat d'apprentissage alliant théorie et pratique en entreprise. Au début, je me suis dit que nous allons faire le BT. Est-ce qu'après le BT, il y aura des opportunités qui vont s'offrir à nous? C'était la question qui était posée. Et grâce à ce projet, nous avons la chance d'apprendre à l'entreprise et en même temps d'être formés à l'école. Et c'est une grande opportunité qui s'offre à nous.
Les élèves sélectionnés pour ce programme auront l'opportunité d'acquérir des compétences pratiques en entreprise, en plus de leur enseignement théorique au lycée, dans un secteur clé pour le développement industriel du pays. La maintenance industrielle est un secteur en pleine expansion et nous sommes fiers de former les futurs leaders de ce domaine. Ce projet est porté par l'Institut européen de coopération et de développement, IECD, en partenariat avec le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il vise à renforcer l'employabilité des jeunes en leur offrant des compétences concrètes, directement adaptées aux besoins du marché du travail. La formation en alternance consiste justement pour ces jeunes-là à faire une formation sur 3 ans de manière alternée, c'est-à-dire 50% du temps en entreprise et 50% du temps au centre de formation. Une formation innovante qui ouvre la voie à de réelles opportunités d'emploi pour ces futurs techniciens. Ce lundi, veille du réveillon de la Saint-Sylvestre, découvrant les nouvelles couleurs données à la ville de Bouaké pour la traversée 2024-2025. La ville s'est bien apprêtée et avec soin une nouvelle saison qui s'ouvre donc pour un nouveau positionnement de cette ville, nous dit ce reportage de Laure Goretti et Kadar Sogodogo. Le concept Bouaké nouveau. Les autorités municipales maintiennent le cap pour cette période de fête de fin d'année. Désormais, on aperçoit dans la ville des jets d'eau avec des figures variées, de la lumière qui illumine tous les carrefours et axes principaux de la ville. Cette initiative de la mairie vise à embellir les rues, mais aussi à apporter de la joie à ses habitants qui en profitent avec enthousiasme. Oh, très joli, c'est pourquoi nous marchons. On veut voir ce que c'est, puisqu'on a vu pour Abidjan à la télé, donc on voulait tester pour Bouaké Bois. Souvent, on vient prendre des photos ici, donc nous sommes contents. Nous devons féliciter le président de la République. Tard dans la nuit, des équipes de la municipalité s'activent pour nettoyer les artères et réaliser des marquages au sol. L'objectif ne change pas. Offrir fière allure à la ville tout en renforçant la sécurité routière en cette période de fête. Le ministre Amadou Koné nous a instruit sur le projet Bouaké Ville Lumière. Le projet a 3 aspects. Il y a le volet luminaire, il y a le volet salubrité pour rendre la ville plus propre et il y a le volet de la signalisation horizontale qui nous permet de fêter en toute sécurité. La ville de Bouaké accueille l'année 2025 dans la beauté, en espérant préserver son allure même après les fêtes avec l'engagement des populations. Le ministre maire Amadou Koné prône depuis son arrivée le Bouaké nouveau, où salubrité, civisme et développement font corps. Donne des envies de passer le réveillon à Bouaké. Ces fêtes de fin d'année, les consommateurs n'ont pas d'inquiétude à se faire. Les volailles tant prisées seront disponibles et les commerçants respecteront les mesures de commercialisation. Le gouvernement y veille sur tout le territoire ivoirien. L'exemple sur le marché de Méagui avec Patricia Omouetia. En cette période de fête, le gouvernement a pris des mesures concernant la commercialisation des volailles et autres protéines animales. À Méagui, les agents de la direction départementale des ressources animales et halieutiques sont sur le terrain pour veiller au respect des mesures prises par le ministère. Je voulais dire que c'est très bon parce que ça compte aussi à la santé de la population. Donc s'ils veillent à ça, c'est très bon. Au-delà des volailles, les produits laitiers et certains produits vendus dans les boutiques et les grandes surfaces font également l'objet de contrôles. Il y a trop de contrefaçons qui arrivent sur le marché. Donc nous luttons pour la santé des populations. Nous les sensibilisons. Et puis aussi, il y a le communiqué de presse du ministre des Ressources animales et halieutiques que nous mettons aussi en pratique. Selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, toute vente de volailles et produits de pêche en dehors des marchés et points de vente autorisés est strictement interdite, notamment le long des grandes voies, des carrefours, dans les quartiers et tout autre site non agréé.
de 2025. Nos meilleurs souhaits sont pour les enfants malades. L'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville a reçu des dons, des denrées alimentaires et des cadeaux pour les jeunes patients. Un acte qui sème l'esprit de solidarité, d'amour, mais aussi d'espoir pour ces enfants et également pour le personnel soignant. Le témoignage de Astou Soro et Godefroy Kambawa. En cette période de fête, l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville a vécu un moment empreint de chaleur humaine et de générosité. Une visite portée par l'ONG Beno, Solidarité, Amour et Espoir. Cette organisation a tenu à manifester son engagement envers les enfants atteints du cancer et le personnel soignant. Le geste est d'abord d'interpeller tout citoyen conscient de cette réalité, de soutenir ces enfants-là, de leur donner espoir et les encourager à continuer à lutter contre cette maladie. Distribution de jouets, de produits alimentaires, mais également des échanges avec les enfants et leurs proches. Chaque année, environ 500 nouveaux cas de cancer pédiatrique sont recensés en Côte d'Ivoire, représentant 3 à 4% de l'ensemble des cancers dans le pays. Principalement, nous avons 4 cancers chez nous. Lymphome de Burkitt, rétinoblastome, néphroblastome et leucémie. Avec l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire par le président de la République qui veut prendre tous les cancers des enfants en charge désormais, sinon on arrive à acquérir les médicaments, il restera à faire le diagnostic des cas dans la population. J'en appelle à tout le monde, d'abord aux populations, à faire attention aux signes. Si vous traitez quelque chose qui n'est pas habituel, il faut vous approcher les formations sanitaires pour qu'on voit est-ce qu'il ne s'agit pas d'un cancer. Après Trècheville, l'ONG Beno prévoit de poursuivre ses actions visant à sensibiliser davantage sur le cancer pédiatrique. Des initiatives comme celle-ci montrent que face à la maladie, chaque geste compte et peut transformer le quotidien des enfants. Et voilà donc meilleure santé à tous ces enfants. Des nouvelles de la première revue de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Il est centré sur la croissance économique et l'emploi des jeunes. C'est une analyse de données sur les défis actuels et futurs du marché du travail, les besoins en compétences pour répondre aux attentes des secteurs économiques en pleine évolution. Générosa Quadio et Jean-Marc Djadji. Analyser les freins à l'emploi et proposer des solutions pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif de la validation des appels à contribution initiés par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, ONEF. 2 thématiques clés ont mobilisé l'attention: la croissance économique et accès à l'emploi formel et formation, et l'emploi des jeunes face aux défis du marché du travail. C'est un atelier au cours duquel on va restituer des articles de recherche qui ont été réalisés par des chercheurs au niveau du secteur formel qui est le plus prisé par l'ensemble de la population en âge de travailler. Ces travaux marquent aussi le lancement des cahiers de l'ONEF pour orienter les politiques publiques et mieux adapter la formation aux besoins du marché. Ensemble, nous devons veiller à ce que notre système de formation professionnelle réponde aux enjeux économiques et sociaux de notre pays. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale réaffirme son soutien à l'ONEF, acteur clé pour bâtir un marché de l'emploi inclusif et dynamique. L'Observatoire national de l'emploi et de la formation joue un rôle essentiel dans la collecte, l'analyse et la diffusion des informations afin de nous permettre de mieux comprendre les dynamiques du marché du travail et d'adapter nos politiques publiques en conséquence. Avec ces assises, l'ONEF confirme son rôle dans l'accompagnement des jeunes vers un avenir professionnel durable. Promotion de valeurs citoyennes, excellence et paix dans la région de Bouéké, des valeurs qu'incarnent 25 personnalités ressortissantes de cette région. Ces personnalités ont été présentées dans cet élément de Gervais Kwasi et Charles Tatou. Entrepreneuriat et jeunesse. C'est le thème de la 2e édition du dîner gala des bâtisseurs de la région de Bouéké. Cette cérémonie vise à honorer les entrepreneurs et promoteurs de paix qui se sont le plus illustrés au cours de cette année 2024. Au total, ce sont 25 personnalités qui ont été primées. Le gouvernement a dédié cette année l'année de la jeunesse, donc raison pour laquelle, pour cette 2e édition, nous avons voulu célébrer et honorer des jeunes leaders et entrepreneurs. Car l'avenir de la région se repose aussi sur sa jeunesse. Qui d'autre mieux qu'un entrepreneur
pour parrainer la cérémonie. Mon rêve aussi que le Gbeke soit bien bâti. S'il y a des initiatives qui encouragent ceux qui travaillent à l'amélioration des conditions de vie des populations du Gbeke, il ne faut que soutenir. Les lauréats disent être très heureux de voir leur mérite reconnu. Ce qui a médité en ma faveur, c'est les actions que je mène au niveau de toute la région de Gbeke, que ce soit à Bouaké, à Sakasso, à Boutro, à Diabo, pour la cohésion sociale, la paix, le développement surtout. C'est le message que nous prenons tous les jours que Dieu fait. Je suis très heureux et ce prix, je le dédie à ma population qui m'a mis en tant que premier magistrat pour leur cause. Et quand il y a un prix, c'est comme si tu as encore plus de poids afin de pouvoir faire plus. Les organisateurs du dîner gala des bâtisseurs sont déjà au laboratoire pour la 3e édition qui, selon eux, s'annonce plus attractive. Et des valeurs culturelles mises en avant dans la région du Poro au Senang Festival, une ode à la culture sénoufo, des danses traditionnelles, conférences et ateliers artisanaux ont marqué donc cette conférence, cet événement, ce festival. Un patrimoine présenté très riche également devant des délégations venant du Mali, du Burkina Faso, du Ghana. Le point de Ami Sissoko. La richesse et la diversité du patrimoine sénoufo étaient à l'honneur à Korgo à travers la 10e édition du Festival de l'espace culturel sénoufo Senang. Officiellement lancé le 26 décembre, cette initiative est portée par Alexis Sekongo, lauréat du prix d'excellence du meilleur promoteur de l'intégration africaine 2019. Le bilan du Festival de Senang est largement positif. Le Festival de Senang s'est positionné aujourd'hui comme un cadre pour la protection, la sauvegarde et surtout la valorisation du patrimoine culturel en général, mais surtout du patrimoine sénoufo en particulier. Ce rendez-vous annuel a retenu l'attention des ministères du Tourisme et de la Culture qui ont salué l'impact de ce festival. En plus des populations locales, cet événement attire des délégations du Mali, du Burkina Faso, du Ghana, renforçant ainsi son influence transfrontalière. Ce qu'on voit là, ça nous encourage de savoir que notre culture ne peut pas se perdre et que notre culture, toujours, on l'aime. Par exemple, chez nous, les sénoufos du Burkina, quand on veut dire bonne arrivée, nous on dit Fotarla. Mais chez nos frères du Korogo et du Fotamana, il y a beaucoup de choses qu'on a en commun. Bien que nous ne soyons pas sur le même territoire, mais nous partageons les mêmes valeurs. Donc venir encore pour dire comment les sénoufos du Mali vivent, apporter ça au peuple frère de la Côte d'Ivoire et pour apprendre également d'eux. Depuis une semaine, danse traditionnelle, conférences et ateliers artisanaux rythment le festival. Cette 10e édition, clôturée le 28 décembre, a promu les valeurs d'unité, de partage et de préservation du patrimoine culturel sénoufo. De belles couleurs culturelles et du pays sénoufo. Partons dans le fief dans on fait le point de 5 jours de festival. Donc du peuple dans le festival Nidalé, c'est avec Walter Amadou Ouattara. La bénédiction à la case sacrée marque le début du processus de la cérémonie de l'apothéose de la 7e édition du festival Tonpi Nidalé. 5 jours de prestations de danse traditionnelles dans un peuple qui vit à l'ouest de la Côte d'Ivoire ainsi qu'au Libéria et en Guinée. Certes, séparés par les frontières officielles, mais unis par des valeurs culturelles valorisées par ce festival. Merci d'être là en ce Nidaïpi, le grand jour, le jour solennel, le jour donc qui est la consécration de tous les efforts. Le président Alassane Ouattara a cru en nous, en cette initiative, dans une région qui avait été traumatisée par la longue crise. Nous avons besoin d'un instrument de rassemblement, de cohésion, un instrument qui, par-delà les sensibilités, nous permette de nous retrouver autour de notre patrimoine culturel,
mais aussi autour de l'envie d'agir ensemble. Cette édition bénéficie de la participation du peuple du Sud Comoé. Les peuples de la grande région du Sud Comoé, dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence du Conseil, sont heureux d'avoir été associés à ce banquet artistique et culturel, rendez-vous de célébration des valeurs d'hier qui fondent l'aujourd'hui et avec lesquelles le demain peut être envisagé dans une plus grande sérénité. Le Tonkmi Nidalé, en plus d'être le festival des arts et de la culture d'An, est aussi une lucarne pour célébrer la cohésion et le développement. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité soulignent cet aspect important. Dans cette ferveur traditionnelle, où nous formons tous ensemble, en parfaite symbiose, ce que le président Alassane Ouattara a voulu faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, une nation de complicité et une nation de prospérité. Le président Alassane Ouattara veut bâtir une Côte d'Ivoire unie dans sa diversité, où les différences entre les ethnies au niveau social, culturel, ne sont pas un facteur de division, mais au contraire une source d'enrichissement. L'édition 2024 du Nidalé aura répondu aux attentes du comité d'organisation avec une mobilisation de plus de 40 000 participants venus des autres villes du pays et de l'étranger. Merci beaucoup. L'actualité internationale et la disparition de Jimmy Carter, le 39e président des États-Unis et lauréat du prix Nobel de la paix en 2002. Il s'est éteint hier à l'âge de 100 ans. L'ancien président américain a occupé, on le rappelle, la Maison-Blanche de janvier 1977 à janvier 1981. Une journée de deuil national sera observée aux États-Unis le 9 janvier prochain pour lui rendre hommage. Sa mémoire est saluée ce lundi dans le monde entier. Chantre des droits de l'homme, Jimmy Carter laisse derrière lui de grands accords internationaux, notamment les accords du Camp David, traité sur la limitation d'armes avec l'URSS, la rétrocession du canal du Panama au Panama, et son mandat a été aussi marqué par la crise des otages de l'ambassade d'Iran et les conséquences du deuxième choc pétrolier. Et voilà, c'est le dernier point de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un bel après-midi sur RTI 1 et à 15h, le retour de l'information.